Je n'aurais jamais pensé qu'à 66 ans, je perdrais complètement Louis. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 4 mois, après avoir contracté une très grave infection. Je m'appelle Nina, et tout a commencé lorsque je me suis réveillée un matin à l'hôpital, incapable d'entendre quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de gens à qui parler de toute façon. Ma fille Lucie et moi n'avions pas parlé depuis des années, ni depuis la mort de son père, mon mari. Cette situation me fait encore bouillir le sang quand j'y pense. Lucie s'est présentée chez moi quelques jours après les funérailles, exigeant que je vende la maison familiale et que je lui donne la moitié de tout ce que son père avait laissé derrière lui. Je me souviens l'avoir regardée, choquée qu'elle puisse être aussi froide à ce sujet. Lucie, lui ai-je dit, ton père m'a tout légué par testament. Tu auras tout de toute façon quand je ne serai plus là, tu es ma seule enfant. Pourquoi es-tu si pressée ? Cette réponse ne lui plaît pas du tout. Ce n'est pas juste, a-t-elle crié. J'ai ma propre famille à laquelle je dois penser. Je ne peux pas rester assise à attendre que tu meures. Ce sont les derniers mots que nous avons échangés avant qu'elle ne parte en trombe. Après cela, nous avons vécu des vies complètement séparées, elle avec son mari Mike et leurs enfants dans une maison de location à l'autre bout de la ville, moi seule dans la grande maison où j'avais vécu avec son père pendant plus de 40 ans. C'est alors qu'est survenue l'infection qui a emporté mon audition. J'étais allongée sur mon lit d'hôpital, me sentant plus seule que jamais, lorsque Lucie est soudain entrée dans ma chambre. Elle avait un bloc-notes avec elle et je l'ai regardée écrire quelque chose qu'elle m'a montré pour que je le lise. Maman, tu as besoin que quelqu'un s'occupe de toi maintenant. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Peut-être que c'était les médicaments ou peut-être que j'en avais assez d'être seule. Mais je me suis surprise à acquiescer. Avant même de m'en rendre compte, je l'ai invité, ainsi que toute sa famille, à venir vivre avec moi. Lucie, Mike, Drew, leur fille de 18 ans, et Tom, 14 ans, ont tous quitté leur maison de location pour s'installer dans ma grande maison de campagne. J'ai même donné à Lucie l'accès à mon compte bancaire pour qu'elle puisse s'occuper de toutes les factures et des courses, pas seulement pour moi, mais pour eux tous. Je me suis dit que ce serait plus facile ainsi puisque je n'entendais plus rien. Qu'aller dans les magasins ou s'occuper des paiements était devenu un véritable défi. Les premières semaines de vie commune ont été étranges, mais Lucie a vraiment tenu sa promesse de s'occuper de moi. Tous les matins, elle allait faire les courses et s'assurait d'acheter tout ce dont nous avions besoin. Elle préparait 3 repas par jour. Nettoyait la maison de fond en comble et ne se plaignait jamais lorsque je devais me rendre à un énième rendez-vous chez le médecin. Ces rendez-vous sont devenus une partie intégrante de notre routine. Lucie me conduisait à la clinique, attendait avec moi sur ces chaises en plastique inconfortables et m'aidait à communiquer avec les médecins. Nous avions mis en place un système dans lequel tout le monde écrivait des choses pour moi sur des blocs-notes ou sur leur téléphone, et je répondais en parlant, probablement trop fort, mais personne ne semblait s'en préoccuper. Je me souviens d'un rendez-vous particulier qui a tout changé. Le médecin avait effectué toutes sortes de tests et j'espérais qu'ils auraient enfin de bonnes nouvelles. A eu lieu de cela, il a écrit sur son bloc-notes, « Je suis désolé, Madame Parker. Mais un appareil auditif ne vous sera d'aucune utilité. Nous devons continuer à rechercher la cause première de votre surdité avant de pouvoir restaurer votre audition. J'ai dû fixer cette note pendant 5 bonnes minutes. Lucie a dû me taper sur l'épaule pour attirer mon attention, probablement inquiète de mon immobilité. Mais que pouvais-je dire ? J'avais l'impression que quelqu'un venait de me claquer la porte au NZ. De retour à la maison, nous avons adopté notre nouveau mode de communication. La famille m'écrivait des notes sur tout, ce qu'ils voulaient pour le dîner, quand ils sortaient, si quelqu'un avait appelé. Je répondais en parlant, en veillant à parler plus fort pour qu'ils m'entendent clairement. Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait. Ma petite fille Drew s'est révélée être une véritable bénédiction pendant cette période. Elle a remarqué que je m'ennuyais et a débarqué un jour dans ma chambre avec sa tablette. Elle m'a écrit, « Grande-mère ? Laisse-moi te montrer des applications sympas qui devraient te plaire. » Elle a passé des heures à m'apprendre à utiliser différents programmes, à télécharger des livres, à jouer à des jeux et même à regarder des films sous-titrés. J'ai dû quitter mon emploi à l'université, ce qui a été plus difficile que prévu. J'y enseignais la littérature depuis des années,
non pas parce que j'avais besoin d'argent. Thomas m'avait laissé un héritage plus que confortable, mais parce que j'aimais cela. Me tenir devant ces étudiants, discuter de grandes œuvres littéraires, voir leur visage s'illuminer lorsqu'ils comprenaient enfin un passage complexe, voilà ce qui me faisait sortir du lit le matin. Mais on ne peut pas enseigner quand on ne peut pas entendre ses élèves. J'ai essayé de me convaincre que je pouvais y arriver, mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Comment pouvais-je mener des discussions? Comment répondre aux questions? Comment savoir si un élève a des difficultés si je ne peux pas l'entendre essayer d'attirer mon attention? Aujourd'hui, mes journées sont différentes. Je passe la plupart de mon temps à lire des livres, qu'ils soient physiques ou électroniques, sur la tablette que Drew m'a offerte. J'ai découvert qu'Internet est un endroit extraordinaire quand on n'a que du temps à perdre. J'ai trouvé des sites web sur tout ce que vous pouvez imaginer, et j'ai même rejoint des clubs de lecture en ligne où tout est écrit, plutôt que parler. Vivre dans le silence permet de remarquer des choses que l'on n'aurait peut-être pas remarquées auparavant. De ma place habituelle dans le fauteuil du salon, j'étais aux premières loges pour assister à la vie quotidienne de ma famille, même si je ne pouvais pas l'entendre. Lucie et Mike semblaient s'entendre mieux que jamais. Je les observais dans la cuisine pendant le petit déjeuner, les têtes rapprochées, riant en buvant leur café. Lucie touchait le bras de Mike pendant qu'il parlait, et il lui souriait d'une manière qui me rappelait la façon dont Thomas me regardait. Parfois, ils me surprennent en train de regarder et me font signe, leur visage se décomposant en sourires chaleureux. Les petits enfants avaient eux aussi pris leurs habitudes. Drew passait beaucoup de temps dans sa chambre, à étudier ou à travailler sur ses projets de photographie. Tom était généralement collé à sa console de jeu au sous-sol, ne sortant que pour les repas ou lorsque Lucie l'appelait à l'étage. Tout cela semblait normal, parfait même. Mais j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Comme la fois où je suis entrée dans la cuisine pour prendre du thé, et où Lucie et Mike étaient en train d'avoir ce qui semblait être une conversation intense. Lorsqu'ils m'ont vu, ils ont tous deux souri largement, trop largement. Mais leurs yeux se sont croisés au-dessus de ma tête d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. Ou comment parfois, quand ils pensaient que je regardais, ils échangeaient ces sourires complices en jetant un coup d'œil dans ma direction. J'ai essayé de m'en débarrasser. Après tout, pourquoi se moqueraient-ils de moi? Lucie s'occupait si bien de moi, préparait mes repas préférés, gardait ma chambre impeccable, s'assurait que je prenais tous mes médicaments à temps. Quant à Mike, il s'est montré très serviable, réparant des choses dans la maison et installant même de nouveaux dispositifs de sécurité dans ma salle de bain. Mais ses regards, ses sourires, ils continuaient à me harceler. La façon dont leurs expressions changeaient lorsqu'ils pensaient que je ne les regardais pas. Les regards rapides qu'ils échangent lorsque je leur demande d'écrire quelque chose pour MOI. Et la façon dont leur sourire n'atteignait jamais leurs yeux lorsqu'ils s'adressaient à moi. Arrête. Me disais-je. Tu es juste amer, parce que tu n'entends pas. Tu imagines des complots, parce que tu es frustré par ta situation. C'est ta famille, ils t'aiment. Les semaines passèrent ainsi, sans que je ne cesse de remettre en question tout ce que je voyais. Ce rire était-il vraiment à mes dépens? Cette conversation chuchotée s'est-elle arrêtée parce que je suis entrée dans la pièce? Est-ce que je voyais vraiment de la moquerie dans leurs expressions, ou est-ce que tout cela était dans ma tête? Ce matin-là, il devait être environ 6 heures. Je dormais profondément quand quelque chose m'a réveillé en sursaut. J'ai d'abord été confus, désorienté. Puis j'ai compris ce qui m'avait réveillé. Un klaxon de voiture qui retentissait bruyamment dans la rue. J'ai sauté du lit, enfilant déjà mon peignoir, prête à aller dire à ce conducteur inconsidéré ce qu'il en pensait. J'étais à mi-chemin de la porte de ma chambre quand j'ai compris que j'avais entendu le klaxon. Je l'avais vraiment entendu. Ma main s'est mise à trembler alors que je me tenais au milieu de ma chambre. J'entendais le gazouillis matinal des oiseaux à ma fenêtre. Je pouvais entendre le ronronnement du système de chauffage. Je pouvais entendre les vieilles lattes du plancher grincer sous mes pieds. J'ai retrouvé Louis. Après 4 mois de silence, j'entendais à nouveau. Mon cœur battait encore la chamade tandis que je me dirigeais vers les escaliers. J'avais hâte de raconter à tout le monde mon miracle, le fait que j'avais retrouvé Louis.
Mais à mi-chemin de l'escalier, j'ai entendu des voix venant du salon. Lucie et Mike étaient déjà debout et parlaient à voix basse. J'en ai vraiment marre de tout ça, dit Mike, la voix dégoulinante d'irritation. Combien de temps encore devrons-nous continuer à faire semblant? Faire semblant de se soucier de ta mère. Faire comme si nous étions une grande famille heureuse. J'en ai marre de tourner autour de cette vieille femme. Quand va-t-elle enfin mourir? Je me suis figée dans les escaliers, ma main agrippant la rampe si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mais la suite fut encore pire. Sois patiente, a répondu Lucie, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Ce ne sera plus très long. Je veux dire, regarde-la, elle a déjà perdu l'ouïe. C'est généralement le premier signe de déclin général chez les personnes âgées. Une fois qu'ils commencent à perdre leurs facultés, ils abandonnent généralement assez vite. Elle va probablement dépérir. Le monde a basculé sur le côté pendant un instant. J'ai dû m'asseoir dans les escaliers, mes jambes étant trop faibles pour me porter. Ma propre fille. Ma propre chair et mon propre sang étaient assis là, discutant calmement de ma mort avec son mari. Tous ces regards suspicieux que j'avais remarqués. Je n'avais pas été paranoïaque après tout. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas m'effondrer sur place. Je me suis levée, j'ai redressé mon peignoir et j'ai descendu le reste de l'escalier. En entrant dans le salon, j'ai pris soin de marcher lourdement. Après tout, une personne sourde ne saurait pas qu'il faut marcher doucement. Je leur ai souri largement et j'ai pratiquement crié, comme je le faisais depuis 4 mois. Je leur ai souri largement et j'ai pratiquement crié, comme je le faisais depuis 4 mois, bonjour. C'est une si belle journée. Elles ont un peu sursauté à mon entrée, mais se sont vite ressaisies. Lucie m'a fait ce sourire doux et faux que je ne reconnaissais que trop bien, tandis que Mike a hoché la tête avec enthousiasme. Mon Dieu, comment n'avais-je pas vu ce spectacle avant, cet après-midi-là? J'ai sorti mon vieux téléphone du tiroir et j'ai trouvé comment l'utiliser comme enregistreur vocal. Je ne savais pas encore ce que je ferais des enregistrements, mais je savais que j'avais besoin de preuves. Tous les matins, je glissais le téléphone dans la poche de ma robe de chambre et je le laissais tout enregistrer. Les choses que j'ai entendues au cours des jours suivants m'ont donné la nausée. Et il n'y avait pas que Lucie et Mike, même mon petit fils Tom était dans le coup. Il rentrait de l'école, me regardait, assis dans mon fauteuil, et demandait à voix haute « Et, la vieille dame sourde est-elle toujours en vie ?» Lucie et Mike riaient comme s'il s'agissait de la blague la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Lucie et Mike riaient comme s'il s'agissait de la blague la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Malheureusement, elle donne encore des coups de pied. Mon Dieu, elle est si ennuyeuse. Se plaignait Tom en roulant des yeux. Il faut tout écrire ou faire des gestes. C'est exaspérant. Elle ne peut pas se débrouiller toute seule, et malgré tout, il me souriait. Des sourires doux et bienveillants. Des sourires patients. Des sourires d'amour. Il m'écrivait des petits mots pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, si j'étais à l'aise, si je voulais une tasse de thé. Pendant tout ce temps, ils attendaient que je meure. Dieu merci, il y a Drew. Au milieu de toute cette laideur, ma petite fille était la seule chose pure qui restait dans ma vie. Alors que tout le monde dans la maison jouait la comédie, la gentillesse de Drew était réelle. Je pouvais maintenant l'entendre dans sa voix, la voir dans ses actions et la ressentir dans l'intérêt sincère qu'elle me portait. Tous les 2 ou 3 jours, elle frappait à ma porte avec un nouveau livre sous le bras. Grande-mère, écrivait-elle dans son carnet. J'ai vu ce livre à la librairie et j'ai pensé à toi. C'est l'histoire d'une femme qui voyage à travers l'Europe dans les années 1920. Je sais que tu aimes les histoires historiques. Elle avait raison, j'adore les histoires historiques. Et j'aimais qu'elle fasse attention à ce que j'aimais, contrairement à sa mère qui faisait semblant de s'en préoccuper. Drew restait assise avec moi pendant des heures, me montrant ses projets photographiques sur son ordinateur portable. Elle avait d'un réel talent, capturant des moments qui racontaient des histoires entières en une seule image. Je pouvais maintenant entendre sa voix lorsqu'elle partageait ces choses avec moi, pleine de passion et d'enthousiasme, mais je continuais à lire ses notes. Et à répondre d'une voix trop forte. Cela me brisait un peu le cœur de faire semblant avec elle, la seule personne honnête dans cette maison.
Mais je ne pouvais pas risquer que les autres le découvrent. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont elle m'a défendu lorsqu'elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Un soir, j'étais dans ma chambre lorsque des voix se sont élevées dans le couloir devant ma porte. Maman, il faut que tu arrêtes de parler de grande-mère comme ça, dit Drew d'une voix ferme. Elle mérite mieux. Elle n'est pas un fardeau dont on attend de se débarrasser. Oh, chérie, occupe-toi de tes affaires, lui dit Lucy. Va dans ta chambre et arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. J'ai entendu Drew partir en trombe, c'est pas lourd d'une indignation d'adolescente. Par la fenêtre, je la vis se diriger vers le banc du jardin, où elle se rendait toujours lorsqu'elle était contrariée. Elle s'y assit, essuyant ses larmes, et j'aurais aimé pouvoir lui dire à quel point j'étais fière d'elle. À quel point j'étais reconnaissante qu'elle m'ait défendu. C'était étrange de voir à quel point Drew était devenue si différente de sa mère. Là où Lucy était calculatrice et froide, Drew était chaleureuse et sincère. Là où Lucy me voyait comme un fardeau à supporter, Drew me voyait comme une personne à chérir. Parfois, je me surprenais à étudier son visage, essayant de trouver des traces de la gentille jeune femme que Lucy avait été, avant que l'argent et la cupidité n'empoisonnent son cœur. Le fait d'avoir Drew à mes côtés rendait la situation un peu plus supportable. Certes, je vivais dans une maison remplie de gens qui attendaient ma mort, mais au moins, j'avais un allié. Une personne qui me considérait comme plus qu'un simple inconvénient ou une source d'héritage. Une personne qui se souciait vraiment de moi. C'est incroyable comme les gens sont prêts à dire n'importe quoi devant quelqu'un dont ils pensent qu'il ne peut pas les entendre. J'étais assise à ma place habituelle dans le salon, faisant semblant d'être absorbée par mon livre, lorsque Lucy et Mike ont commencé à parler d'argent. De mon argent, plus précisément. Alors, combien as-tu réussi à sortir jusqu'à présent, demanda Mike avec désinvolture, comme s'il discutait du temps qu'il faisait. Il était affalé sur le canapé, les pieds posés sur la table basse. Lucy feuilletait quelques papiers, probablement mes relevés bancaires. Environ 25 000 $ jusqu'à présent. J'ai failli laisser tomber mon livre, mais je me suis rattrapé juste à temps. 25,000. Il m'avait volé 25 000 $, Mike se moque. C'est tout, allez, Lucy. Il faut que tu sois plus agressive. Ce vieux sac a plus d'argent qu'elle ne sait en faire. Elle ne remarquerait même pas que tu as pris le double de cette somme. J'y gardais les yeux fixés sur mon livre, tournant lentement une page, jouant mon rôle. À l'intérieur, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Ce n'est pas si simple, dit Lucy, l'air agacé. Maman a mis en place des alertes sur son compte pour les retraits et les virements importants. Si nous dépassons certains montants, elle recevra une notification. Elle est peut-être sourde, mais malheureusement, elle n'est pas aveugle. Nous devons être prudents. Oui, soupire Mike. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas aveugle non plus. Cela rendrait les choses tellement plus faciles. J'ai dû lutter pour empêcher mes mains de trembler. Ma propre fille et son mari, assis là, discutant de la facilité avec laquelle je pourrais être non seulement sourde, mais aussi aveugle. Je me suis demandé s'il y avait une limite à leur cruauté. Plus tard dans la journée, je faisais semblant de faire une sieste dans mon fauteuil près de la cuisine lorsque je les ai entendus recommencer. Le magnétophone que j'avais dans ma poche captait chaque mot. J'ai remarqué que tu achetais ces steaks bio de luxe, dit Mike. Et ce vin coûteux. Ce n'est pas trop chic pour ta mère, Lucy rit, de ce faux rire tintinnabulent qu'elle a perfectionné au fil des ans. J'achète toutes les bonnes choses pour nous et je lui donne les choses les moins chères que je peux trouver. Des marques génériques, de la viande à prix réduit, tout ce qui est en liquidation. Elle ne sent pas la différence de toute façon, elle est tellement reconnaissante d'avoir quelqu'un qui cuisine pour elle. Ils se sont alors tous les deux tournés vers moi, et je pouvais sentir leurs yeux sur moi alors que je faisais semblant de dormir. Ils se mirent à rire, sans même essayer de se taire. Après tout, à quoi bon se taire en présence d'une femme sourde? Regardez-la, ricana Lucy. Elle dort comme un bébé, elle n'a aucune idée que nous mangeons du filet mignon alors qu'elle a droit à un hamburger au rabais. Elle a quelque chose à manger, dit Mike en riant. C'est mieux que ce qu'elle mérite. J'ai gardé ma respiration régulière,
mon visage détendu, tandis que mon estomac se tordait de dégoût. Le pire n'était même pas l'argent. Ce n'était pas la nourriture bon marché, ni le vol, ni la tromperie. C'était d'entendre la joie absolue dans leur voix lorsqu'ils parlaient de profiter de moi. Ils ne me volaient pas seulement par désespoir ou par besoin, ils y prenaient plaisir. Ils s'amusaient à ridiculiser la vieille dame sourde qui les avait accueillis chez elle. 3 semaines avant mon anniversaire, Lucie m'a remis un mot pendant le petit déjeuner. Son écriture était très soignée, comme si elle y avait apporté un soin particulier. Maman, je veux t'organiser une grande fête d'anniversaire. Nous inviterons tous tes amis et ta famille. Tu mérites d'être fêté. J'ai souri et hoché la tête avec enthousiasme, en criant ma réponse comme d'habitude. C'est merveilleux, ma chérie. C'est très gentil de ta part. Mais je savais que c'était mieux maintenant. Il ne s'agissait pas de me célébrer, mais de faire un spectacle. Lucie voulait des témoins de son numéro de fille dévouée. Peut-être essayait-elle de s'imposer comme la fille attentionnée devant tout le monde, ou peut-être voulait-elle montrer à quel point j'étais un fardeau et à quel point elle s'en occupait noblement. Les préparatifs battent leur plein. Lucie passa des dizaines de coups de téléphone, que j'entendais maintenant parfaitement, invitant des gens et organisant tout. Elle commanda un traiteur coûteux, engagea des décorateurs et fit même appel à un photographe professionnel. Rien que le meilleur pour l'anniversaire de sa chère maman. Le jour de la fête est arrivé et notre maison s'est remplie de parents et de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années. Certains d'entre eux avaient l'air mal à l'aise lorsqu'ils écrivaient des notes pour communiquer avec moi. Mais ils ont fait l'effort. Pendant ce temps, Lucie papillonnait comme l'hôtesse parfaite, la fille dévouée. Maman a été une telle source d'inspiration, dit-elle à tout le monde, la voix chargée d'une fausse émotion. Prendre soin d'elle n'est pas du tout un fardeau, c'est un privilège. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est le moins que je puisse faire. J'y suis restée assise à ma place d'honneur, souriant et hochant la tête, jouant mon rôle de mère sourde reconnaissante. Au fond de moi, je comptais les minutes qui me séparaient de la fin de cette mascarade. C'est alors que Tom, mon petit fil, a tamisé les lumières et lancé un diaporama qu'il avait préparé. Des photos de notre famille heureuse remplissaient le mur, Lucie m'aidant dans le jardin, Mike me faisant la lecture, ce qu'il n'avait jamais fait, Tom et Drew s'asseyant avec moi sous le porche. Chaque photo était parfaitement mise en scène, et des légendes somptueuses telles que l'amour n'a pas de limite et la famille est éternelle étaient superposées sur chacune d'elles. Je pouvais entendre les goûts et les reniflements des invités qui regardaient. Ma cousine Patricia a essuyé des larmes en disant que c'était merveilleux de voir une famille aussi dévouée les uns aux autres. Martha, ma vieille amie d'université, n'arrêtait pas de tapoter la main de Lucie, lui disant à quel point elle était une fille extraordinaire. Le diaporama s'est terminé par une photo de nous tous ensemble, ressemblant à la famille aimante parfaite, avec les mots « Nous t'aimons ». Grande-mère scintillant sur l'écran. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais assez. Je me suis levée lentement, mon enregistreur toujours bien rangé dans ma poche, contenant des semaines de preuves de leur vraie nature. La salle s'est tue et tout le monde s'est tourné vers moi, s'attendant probablement à une sorte de discours de remerciement émouvant. J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous, dis-je, la voix claire et posée. Plus de cris, plus de gestes exagérés. Je suis capable d'entendre depuis 6 semaines. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Lucie prit la couleur du lait acidulé. Mike avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Tom s'est figé, la main toujours posée sur l'ordinateur portable, la bouche ouverte. Avant que quiconque ne puisse se remettre de mon annonce, j'ai fouillé dans ma poche et sorti mon téléphone. Et j'ai la preuve de tout. Ai-je dit en appuyant sur play. Et la pièce s'est remplie de la voix de Lucie. Ce ne sera plus très long. Cette vieille femme va bientôt abandonner. Puis Mike, combien avez-vous pris jusqu'à présent? 25,000. Ce n'est rien, prends scène plus. La blague cruelle de Tom résonne dans les haut-parleurs, et, la vieille dame sourde est-elle encore en vie? Les enregistrements n'en finissent pas. Tous les commentaires désagréables, toutes les blagues cruelles, toutes les conversations sur le vol de mon argent ont été diffusées devant notre public stupéfait.
Certains de mes amis se sont couverts la bouche d'horreur. D'autres se sont contentés de regarder Lucie et sa famille avec dégoût. Je me suis tournée vers mon cousin Robert, avocat depuis 30 ans. Robert, j'aimerais faire appel à tes services. Je veux porter plainte contre ma fille et son mari pour maltraitance des personnes âgées et fraude financière. Robert se lève immédiatement, le visage dur de colère. C'est avec plaisir, Nina. Et je le ferai à titre gracieux. Ce qu'ils ont fait est ignoble. Lucie se lève d'un bond, le visage baigné de larmes. Maman, s'il te plaît, tu sors tout de son contexte. Nous ne faisions que plaisanter. Nous ne voulions pas. Sortez, dit ma voix calme mais ferme. Sortez de chez moi tout de suite. Prenez tous vos affaires et partez. Ils partirent cette nuit-là, Lucie pleurant toujours, Mike silencieux et furieux, Tom se cachant derrière eux comme le lâche qu'il était. Seul Drew est resté, me tenant la main pendant tout ce temps. Une semaine plus tard, Lucie a transféré chaque centime qu'elle avait volé, soit 25 000 $. Je soupçonne que les menaces de poursuite judiciaire de Robert y sont pour quelque chose. J'ai décidé de ne pas intenter de procès après tout. Non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que je voulais qu'ils sortent complètement de ma vie. Une action en justice aurait signifié des mois, voire des années, à traiter avec eux devant les tribunaux. Au lieu de cela, j'ai consulté mon avocat et j'ai fait modifier mon testament. J'ai officialisé le fait que Lucie était complètement exclue, qu'elle ne recevrait pas un seul centime après ma mort. J'ai veillé à ce que tous nos parents et amis le sachent également. Personne ne m'en a voulu, ils avaient tous entendu les enregistrements. Quant à Tom, je n'ai pas pu me résoudre à lui pardonner non plus. Certains m'ont dit que je devais être indulgente avec lui parce qu'il n'avait que 14 ans, mais je n'étais pas d'accord. À 14 ans, on est assez grand pour distinguer le bien du mal. 14 ans, c'est assez grand pour comprendre que souhaiter la mort de sa grand-mère n'est pas une blague. Certaines des choses qu'il a dites sur moi étaient pires que ce qui sortait de la bouche de l'adulte. Mais Drew, ma douce Drew, s'est avérée être ma planche de salut. Lorsqu'elle a été acceptée à Berkeley, j'ai payé l'intégralité de ses frais de scolarité. Elle a emménagé dans les dortoirs, loin de ses parents toxiques, et elle vient me rendre visite tous les week-ends où elle le peut. Nous passons des heures à parler de ses projets de photographie, de ses cours, de ses rêves d'avenir. Hier, j'ai finalisé mon Nouveau Testament. Tout ce que je possède, la maison, les économies, tout ira à Drew quand je serai partie. Elle est la seule à m'avoir montré un véritable amour, la seule à m'avoir défendu, même quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. C'est elle qui le mérite. Vous savez, c'est drôle. Lucie a passé des années à comploter pour mettre la main sur mon argent, et tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'être un être humain décent. Et si elle m'avait montré ne serait-ce qu'une fraction de l'amour sincère que Drew m'a témoigné, elle aurait hérité de tout de toute façon. J'ai peut-être perdu une fille, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la vérité. Et en Drew, j'ai trouvé le genre de famille que j'ai toujours voulu, une famille fondée sur l'amour véritable, et non sur la cupidité et la tromperie.